Bonjour à tous, je suis ravie d'être à vos côtés pour vous présenter cette deuxième conférence. On va tenter de répondre à cette question. Les innovations technologiques dans la mise en conformité avec la CSRD, est-ce des gadgets superflus ou des outils essentiels ? Et je vous rassure, je suis entourée de 4 experts qui travaillent quotidiennement sur cette question pour apporter des éclairages. D'abord, Charles Manche, bonjour. Directeur partenariat chez Greenomy. William Netmazy, manager IA pour la durabilité et le climat chez Equimetrix. Gwendal Bihan, président chez Actionable. Et Bambou Sako, manager offre stratégie ESG RSE au sein du cabinet Seabird. Bonjour à tous les 4. Bonjour Charles, vous travaillez beaucoup avec l'intelligence artificielle sur cette question de conformité CSRD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 1 minute ? Oui, donc j'irai un petit peu en plus de détails sur les cas d'usage de l'intelligence artificielle qu'on a mis au cœur de notre portail. Mais donc peut-être quelques intros sur Greenomy. Donc Greenomy, on est une plateforme spécialiste du reporting CSRD. Et on a vraiment conçu la plateforme comme un outil collaboratif pour créer le rapport CSRD en mode projet. Et à cet égard, du coup, l'intelligence artificielle a un rôle prépondérant. Et donc, je serais heureux d'expliquer un petit peu les différents cas d'usage lors de la table ronde. Merci beaucoup, William. Quels sont, vos enjeux entre CSRD et intelligence artificielle chez Equimetrix ? Bonjour à tous, donc William Netmazy, je travaille chez Equimetrix. On est une entreprise spécialisée en data science et en IA. Et pour ma part, je dirige la mise en place de projets d'IA sur des volets climat, biodiversité, reporting, et donc forcément CSRD. C'est ce qui concerne principalement nos clients depuis ces 2 dernières années. Et donc c'est comment on va utiliser la data science et l'IA pour aider des grands groupes, des organisations à aller plus vite sur certaines étapes. Et je vous détaillerai un peu ça durant cette table ronde. Merci beaucoup, Gwendal. Vous, chez Actionable, vous aidez les entreprises à mener leurs projets de transformation durable. Oui, donc moi je suis Gwendal Bihan, je suis donc un des cofondateurs et je suis le président d'Actionable. Nous, on est un cabinet de conseil, on est certifié B Corp et notre mission, c'est d'aider les entreprises à accélérer et à augmenter leur performance ESG grâce aux technologies. Donc c'est vraiment notre quotidien. Et donc dans mes équipes, j'ai à la fois des gens qui connaissent un peu les sujets CSRD et des équipes techniques. Et je suis également vice-président d'une association qui s'appelle Impactia, qui regroupe du coup un certain nombre de grandes entreprises et qui milite pour un usage, on va dire, éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Et vous, Bambou, vous êtes au sein du cabinet Seabird. Vous conseillez les banques et les assurances, là aussi, dans leur transformation. Exactement, donc je suis manager stratégie offre au sein du cabinet Seabird et on essaie vraiment d'accompagner les entreprises vraiment dans toute leur transformation, donc mise en place de la réglementation CSRD, mais aussi accompagnement avec des solutions, dans la mesure où on a développé un laboratoire de data innovation pour justement mettre en place des solutions stratégiques et techniques pour pouvoir justement les épauler en alliant expertise métier et expertise data. Merci beaucoup. Bon, vous avez compris, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle et on va essayer de voir comment c'est un outil pertinent pour entrer en conformité avec la norme CSRD. Je vais d'abord me tourner vers vous, Bambou. Quelles sont les difficultés rencontrées par les responsables RSE, par les entreprises avec qui vous travaillez dans l'adoption de la CSRD ? Alors, je vais vous donner un retour on va dire. Donc la CSRD est perçue comme une réglementation extrêmement difficile à mettre en place dans la mesure où c'est un projet dans un projet. Avant même de pouvoir collecter les données, parce qu'on parle d'IA, il y a un processus à mettre en place au sein de l'entreprise où finalement il faut se poser des questions, se dire finalement, est-ce que faire une introspection, on va dire, de soi-même, définir, on va dire, sa chaîne de valeur, faire des analyses d'impact, de matérialité et des analyses financières. Mais il faut mettre en place en fait une gouvernance, on va dire, élargie. Au départ, dans la plupart des entreprises qu'on a accompagnées, la gouvernance, elle était établie au niveau de
du département responsabilité sociale et environnementale, mais finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça, et donc il faut prendre en compte différentes parties prenantes en interne, dont les équipes de risque et de finances, qui vont nous aider justement à pouvoir prendre en compte toute cette matérialité. Ensuite, la CSRD, c'est un reporting qui est, on va dire, qui touche toute l'entreprise, et non seulement l'entreprise en interne, mais aussi en externe. Et donc, il faut bien prendre en compte toutes les parties, on va dire, les parties prenantes de l'entreprise pour pouvoir justement définir la matérialité, les enjeux qui sont matériels. Et une fois qu'on a fait, on va dire, tout ce gros travail de matrice de double matérialité, on va travailler sur... comment ça s'appelle ? Excusez-moi. Sur les risques et opportunités. On va commencer à regarder les templates ESRS. Et finalement, les templates ESRS, c'est le reporting qui est attendu. On va se demander si justement certaines thématiques sont pertinentes ou pas. Et finalement, on va rentrer vraiment dans le détail. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué, dans la mesure où c'est pour certaines entreprises des sujets nouveaux, spécialement pour les points de données qui sont liés à la pollution et à la biodiversité. Et donc, finalement, on va commencer à regarder les thèmes, les sous-thèmes, les sous-sous-thèmes. Et finalement, on va définir quelles données on doit reporter. Et ces données-là, finalement, on va estimer si on les a ou si on les a pas. Et si on les a, finalement, on va devoir les collecter. Et étant donné que les données sont disponibles de manière décentralisée, on a vraiment besoin de mettre en place un processus pour pouvoir collecter toutes les données. Et c'est pour ça que l'IA peut jouer justement un rôle essentiel. Oui, c'est vraiment la masse des données et leurs sources différentes qui peut être un frein. Gwendal, est-ce que vous identifiez les mêmes freins, les mêmes difficultés chez vos clients ? Oui, enfin, à la fois, ouais, c'est vrai que c'est un processus qui est complexe si on regarde de façon un peu stricte la CSRD. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a un peu de deux vitesses dans les entreprises. Il y a les grandes entreprises qui reportent déjà depuis un petit moment sur la DPEF ou équivalent, qui sont déjà en mouvement sur l'ESG, qui sont déjà staffés, pour qui des choses un peu symboliques, mais par exemple, le Chief Sustainability Officer est déjà au COMEX, sur lequel, par exemple, à la DSI, on a déjà un responsable du domaine ESG, etc. Donc des grandes entreprises qui... pour qui ça va être une nouvelle marche à franchir, mais bon, elles reportent déjà, typiquement les entreprises cotées, elles reportent déjà beaucoup, et la taxonomie les avait mis en mouvement, etc. Et donc là, j'ai envie de dire, presque même pas mal, c'est un projet de plus, ça permet d'accélérer, etc. Ce qu'on voit quand même, à l'inverse, c'est que les entreprises qui partent de nulle part, qui n'ont même pas un KPI, qui n'ont même pas un début de rapport ESG ou de rapport climat, qui n'a pas un KPI qui tourne. Et il y en a même des grandes entreprises, parce qu'il y a certaines exceptions, comme les mutuelles, par exemple, qui ne devaient pas, ou pour certaines, pas reporter, par exemple, sur la DPEF. Là, la marche à franchir, et je ne parle même pas des PME et des ETI, mais là, la marche à franchir, elle est énorme. Parce que du coup, on peut vite se noyer, on se dit, mais par quoi je commence ? Est-ce que je vais devoir reporter sur les 150, mais j'en ai pas un seul qui tourne ? Et il n'y a personne généralement dans les directions RSE dans ce type d'entreprise, où c'est un strapontin au COMEX ou rattaché à la communication extérieure. C'est des petits signaux. Et donc, pour elle, la marche à franchir, elle va être énorme. Parce qu'il faut d'abord que ça devienne une priorité du COMEX, qu'il y ait une impulsion un peu forte, et en disant, oui, on va se transformer, et by the way, on va cocher la case de la CSRD, mais on ne va pas le faire que pour la CSRD. Sinon, ça devient un projet que réglementaire, et c'est le meilleur moyen de se planter. Voilà. Et la technologie peut aider à ce reporting une fois que l'impulsion est donnée dans l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour l'utiliser de façon pertinente et sécurisée ? Charles, l'intelligence artificielle est au cœur de la solution de Greenomy. Comment est-ce que cette IA peut faciliter la mise en conformité CSRD ? Oui, alors je pense que déjà, pour bien clarifier le rôle qu'a l'intelligence artificielle dans le rapport CSRD, c'est vraiment de venir automatiser au plus, venir faire gagner le plus possible de temps aux équipes ESG sur des tâches administratives répétitives pour qu'elles puissent vraiment se focaliser sur là où elles ont de valeur ajoutée, pour qu'elles puissent vraiment se focaliser sur la performance. Et donc du coup, nous, on a pensé, pour l'instant en tout cas, 3 principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle au cœur de la solution.
Le premier, ça tourne autour de la problématique de toutes les personnes qui sont à onboarder sur le reporting CSRD, tous les métiers, les départements qui n'ont pas forcément une appétence ou une connaissance forte du texte législatif, et donc de vraiment rendre ce texte législatif le plus abordable possible pour tout type d'acteurs. Donc en offrant une version, on va dire, clarifiée, digeste du texte, en expliquant vraiment clairement quel type de document, quel type de réponse est attendu, pour que toutes ces personnes à qui on vient vraiment demander des tâches supplémentaires, eh bien, participent à cet effort de manière le plus lisse possible. Également, la CSRD, ça va poser beaucoup de questions. Donc l'idée vraiment, c'est vraiment qu'il y ait un bot pour que toutes les personnes qui sont amenées donc à se familiariser avec la CSRD puissent venir vraiment poser une question sur certains concepts, qu'est-ce que typiquement est attendu dans ce disclosure requirement, etc. Donc ça, c'est un premier aspect sur vraiment rendre la CSRD accessible à tous dans l'entreprise. Le deuxième accès, ça va plutôt être sur l'automatisation de la collecte des informations et s'assurer que cette collecte soit vraiment également auditable. Donc là-dessus, l'idée, c'est vraiment de venir permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de reprendre toute la documentation déjà présente dans l'entreprise. Donc c'est de la documentation qui va commencer à être identifiée lors de l'analyse de matérialité, lors de l'analyse gap, pour pouvoir venir en extraire des premiers drafts de réponses pour les narratifs CSRD. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment de la consistance entre ce qui est présent dans les documents de la société et de gagner du temps sur l'élaboration des narratifs. Donc ça, je pense, c'est vraiment un des cas d'usage principal et celui qui est le plus attendu pour gagner du temps et de la productivité sur le rapport CSRD. Et peut-être le troisième cas d'usage, ça va être plutôt pour les entreprises, et Gwendal le mentionnait, il y a différents niveaux de maturité. Il y a des entreprises qui n'ont rien ou très très peu de documentation existante dans la CSRD, et donc qui partent vraiment entre guillemets de rien, et qui pour autant elles n'ont pas fait de rapport DPEF, elles sont sur un premier rapport, elles ont besoin d'inspiration pour pouvoir comprendre ce qui se fait dans leur secteur, ce qui se fait peut-être par la première vague de rapports CSRD. Et là, via l'intelligence artificielle, il est également possible de venir scanner tous les rapports de durabilité actuellement disponibles. Donc actuellement, on a tous les rapports de durabilité qui sont publiés par des entreprises cotées. On aura également, bien sûr, à la fin de l'année, tous les premiers exemples de rapports CSRD. Et je pense que ça, William pourra le confirmer, donc de la première vague CSRD. Et donc l'idée, c'est de venir poser des questions. Voilà, qu'est-ce que fait mon secteur sur ce type de disclosure, pour vraiment s'inspirer des meilleures pratiques et offrir à ceux qui commencent de rien des premières perspectives pour commencer à établir leur propre narratif et leur propre process. Merci beaucoup Charles. Donc vous avez utilisé à 2 reprises l'intelligence artificielle dans l'automatisation de la collecte, la reprise de la documentation, et aussi pour les entreprises qui ont peu de données. William, comment est-ce que l'IA peut aider concrètement les entreprises dans ces défis et aussi peut-être dans le mapping des données? En effet, les gros points qui vont nécessiter justement de l'aide, que ce soit pour une grande entreprise ou son périmètre étendu, ça va être la partie reporting et la partie collecte. Parce qu'en fait, la CSRD, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En France, on a un cadre réglementaire depuis un certain nombre d'années. Si vous êtes dans des entreprises de conseil, la NRE, la DPEF, le rapport intégré, c'est des choses qui existent depuis un moment. On a déjà des indicateurs. Le bilan carbone, il est obligatoire depuis un certain nombre d'années. Donc, on a une maturité sur le volet données internes. Souvent, on les a en réel, souvent on les estime. On sait comment justifier l'estimation, le facteur d'estimation. Ce qui va poser problème la plupart du temps, c'est quand on commence à regarder au niveau de ses fournisseurs, de ses parties prenantes, de ses concurrents. Et là, typiquement, c'est un exemple où l'IA peut aider. Nous, par exemple, on a travaillé avec un groupe de luxe qui voulait mieux comprendre, mieux mesurer l'impact environnemental de ses fournisseurs. C'est entre 3 et 5 000 entreprises et c'est majoritairement des TPE, PME, donc potentiellement qui n'auront pas de données. Et là, justement, avec de l'IA, on peut faciliter la collecte parce qu'à l'heure actuelle, si vous menez des campagnes d'achat responsable, vous envoyez un questionnaire. Ce questionnaire, il va avoir entre 10 et 200 questions. Et si vous avez de la chance, votre fournisseur, il comprend les questions et souvent, il ne va pas comprendre. Parce que si vous essayez de couvrir un ISO 14001, un ISO 50001, un bilan carbone,
avec des questionnaires sans expliquer à votre fournisseur, un scope 2 market-based, location-based, il ne va pas savoir vous répondre. Donc l'enjeu, c'est déjà de poser les bonnes questions. Ça, on peut aider avec l'IA en mettant justement le référentiel auquel vous voulez avoir des réponses et demander de générer des questions qui sont pertinentes, compréhensibles. Ensuite, si votre fournisseur, c'est une ETI ou un grand groupe qui a de la donnée, plutôt que de lui poser un énième questionnaire où tous les 4 matins, ils vont répondre à des questionnaires suppliers, et ben, du coup, on peut extraire la donnée. Donc là, ils vous donnent leur rapport, leur site internet, et avec de l'IA, ben, on peut extraire cette donnée-là. Et enfin, pour la partie TPE-PME, on peut déjà beaucoup plus expliquer. Quand vous faites des campagnes de collecte, souvent, vos équipes procurement, tous les matins, elles ont des questions des fournisseurs parce qu'ils ne savent même pas ce que vous leur demandez. Donc ça, on peut intégrer les années de Q&A que vous avez, on peut intégrer des méthodes qui expliquent en fait le bilan carbone, c'est quoi, comment le calculer, un impact et dépendance biodiversité, ça se fait comme ça. Si on veut faire des impacts environnementaux sur des commodités, soja, huile de palme ou autre, pareil, on a des référentiels qui expliquent très bien les mesures à mettre en place. On met tout ça en base de connaissances dans une IA, et via un assistant conversationnel, on va aller expliquer au fournisseur ce qu'on a besoin de savoir, comment il peut calculer ça, de quelles données on va avoir besoin, sa facture d'électricité, on peut extraire l'information, lui expliquer comment on fait les calculs. Et donc c'est un peu tous ces blocs qu'on met en place pour aider une équipe procurement qui souvent est sous-staffée. Et nous, en l'occurrence, notre client, il y avait pendant les campagnes de collecte 4 personnes qui étaient à plein temps entre je lance ma campagne de collecte, je réponds aux questions des fournisseurs, ensuite j'analyse les données, mais je ne peux pas analyser sur 10 000 fournisseurs parce que je n'ai pas le temps, donc je clusterise sur mes fournisseurs qui ont le plus en spend ou qui sont les plus critiques. Et ben à la fin, ils arrivaient à le faire avec un ETP et demi, et les autres personnes, ils pouvaient faire autre chose en termes de théorie du changement. Je vais mobiliser mon management, je vais définir de nouvelles méthodologies, je vais voir la pertinence de ces méthodologies. Donc sur cette partie-là, collecte de données, sur la partie reporting, l'avantage de l'IA générative par rapport à l'IA plus classique qu'on a depuis des années, c'est la gestion de tous les KPI qui vont être textuels, narratifs. Ça tombe bien, la CSRD, c'est 70% des indicateurs. Et là aussi, on peut du coup comparer des grands blocs de texte. Donc, ce qu'on a fait pour une entreprise de CPG, ça va être des produits de nettoyage que vous avez tous chez vous. Ils doivent faire une gap analyse sur la CSRD. Ils sont en train de faire la double matérialité, mais ils voulaient justement tester de le faire avec une IA pour voir ce que ça pouvait donner. Donc là, en fait, c'est, je dirais, 2 algorithmes qui vont se parler entre eux. Vous avez un premier algorithme sur la CSRD. Donc en fait, on intègre toute la CSRD, donc les PDF de la Commission européenne, les tableaux Excel de l'EFRAG, et ensuite, avec cette base de connaissances, on va poser des questions à un corpus documentaire. Donc là, on intègre les documents du client, donc en l'occurrence, ils en avaient beaucoup parce qu'ils ont à la fois un rapport RSE, mais tout un tas de rapports déforestation, supplier, eau, énergie. Et en fait, on va poser pour chaque data point de la CSRD une question au corpus documentaire. Et ensuite, c'est des technologies d'IA, on peut avoir la source. J'imagine que vous avez testé ChatGPT, vous n'avez pas la source de la réponse. Mais il y a 2 technologies qui permettent d'avoir la source de la réponse. Donc quand je pose une question sur un data point de la CSRD, j'ai, si oui ou non il y a l'information dans le corpus de reporting du client, s'il doit l'améliorer, s'il doit construire l'indicateur, mais en plus je sais très précisément dans son document d'où j'ai trouvé ou pas la réponse. Donc c'est tout l'intérêt, ça leur permet d'accélérer. Du coup, en 4 mois, ils avaient une gap analyse, et là, ils sont en train de finir la double matérialité. Ils n'auront plus qu'à enlever les indicateurs qui seront non matériels, et ils pourront comparer ça. Voilà. Merci beaucoup, William. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail de quel type de technologie on peut utiliser et comment réussir leur intégration dans l'entreprise. Bambou, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier quand on analyse ces technologies ? Comment procéder pour les évaluer leur impact sur notre activité ? Pour les données, ça reprend un peu ce que William a dit, mais pour moi, c'est vraiment important de prendre en compte les données dans leur totalité. Il faut bien comprendre que finalement, l'IA, c'est un outil. Et au niveau des données, les données pour l'entreprise, c'est comme l'oxygène pour le corps. Donc il faut, avant de pouvoir développer son modèle, se dire qu'on va au final essayer de choisir d'abord des données qui sont pertinentes, des données qui sont cohérentes, des données fiables, des données où on a des sources, des données vraiment où on pourra justement faire des tests, dans la mesure où quand on développe un modèle d'intelligence artificielle, finalement on fait comme un athlète un peu de sport en fait. Et quand on fait du sport, on fait des exercices.
Et on fait des exercices, plus on en fait, plus on est fort dans le domaine. Donc on suppose que quand on développe un modèle d'IA, si on a des données dès le départ, dans la conception, des données qui sont fiables, alors le modèle nous donnera vraiment des résultats fiables. Mais par contre, si les données sont mauvaises, et ça c'est pour tout modèle, on va dire, garbage in, garbage out, les résultats vont être mauvais. Donc c'est vraiment déjà commencer à faire ce processus de collecte de données et ensuite s'assurer que ça fonctionne bien. Ensuite, pour l'IA, pour que l'IA comprenne bien le modèle, il y a une partie qui est importante, et ça a été aussi souligné par William, le processus de labellisation et d'annotation, parce qu'au final, l'IA peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut bien taguer les données pour que le modèle comprenne exactement ce qu'on recherche. Et ça, c'est vraiment, je pense, après vous pourrez me corriger si je me trompe, mais c'est vraiment la base de tout modèle avant de pouvoir justement choisir la technologie qu'on aimerait adopter en interne. Là, vous évoquez, on touche du doigt une question un peu cruciale. Charles, quelles sont les meilleures pratiques justement pour garantir cette granularité et l'intégrité des données qui sont collectées par les technologies basées sur l'IA ? Oui, donc je pense que justement la meilleure pratique, c'est vraiment de venir collecter les données de manière aussi granulaire que possible pour la CSRD. L'idée, c'est que tout cet effort de collecte des données que vous faites maintenant, il va pouvoir être réutilisé pour des nouveaux cadres de reporting, futurs ESRS qui vont arriver à partir de 2026, peut-être d'autres cadres sur lesquels vous voudrez rapporter, comme l'ISSB. Donc je pense que ce qui est vraiment impératif, c'est de pas uniquement considérer le rapport CSRD comme une fin en soi, mais vraiment de se dire que toute la collecte de données que vous faites, vous pouvez la faire de manière la plus granulaire possible pour pouvoir ensuite s'en resservir donc, pour d'autres cadres de reporting, mais également à des fins de business intelligence avec toute cette donnée. Donc vous pourrez reconnecter à vos systèmes de BI et donc le plus de granularité possible, le plus de insights intéressants vous aurez. Gwendal, est-ce que vous avez aussi une méthode à conseiller dans la collecte de ces données ? Je pense que ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que ce n'est pas un projet data, un projet CSRD, et que la techno, les outils, etc., au mieux, ça fait gagner du temps avec des use cases qui ont été expliqués, mais il faut investir un peu quand même dans la technologie. Mais au pire, moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont tankées par un projet qui a été trop pris par le côté justement data. Je veux que ce soit granulaire partout. Oui, mais pour faire quoi ? Je sais pas, mais je veux que ce soit granulaire. On verra après. Et donc du coup, d'avoir je sais pas 1 an ou 2 ans de projet juste pour mettre en place l'infrastructure data. Et voilà. Et donc je pense que c'est important encore une fois, vraiment de prioriser quoi. Et la partie double matérialité, et le régulateur a vraiment beaucoup insisté là-dessus, sur quels enjeux vous voulez vous battre. Et vous n'allez pas. Enfin, qu'est-ce qui est matériel pour vos parties prenantes ? Qu'est-ce que ressort de votre matérialité d'impact et de votre matérialité financière ? Et du coup, votre stratégie technologique pour outiller cette stratégie de transformation et de performance ESG, elle doit être fléchée en priorité là-dessus. Si la biodiversité, c'est pas matériel pour vous, ça sert à rien d'aller passer des heures carrées à essayer de collecter de la donnée, etc. Si sur le social, à l'inverse, il y a des choses qui sont très importantes pour vous, on discutait par exemple avec TF1, qui est un de nos clients, pour eux, quand ils interrogent leurs parties prenantes, c'est surtout la pluralité à l'antenne, c'est la lutte contre la désinformation, etc. Et ça, c'est des sujets qui sont assez peu technologiques. C'est des sujets sur lesquels il n'y a pas trop de référentiels, il y a des petites choses qu'on peut faire, mais ça va être surtout des sujets humain, il va falloir engager avec les équipes éditoriales, etc. Et donc je pense que les projets technologiques d'outillage CSRD, il faut faire attention à ne pas les tirer par la techno, quoi. Il faut vraiment les tirer par le besoin et par la valeur, quoi. Qu'est-ce que vous voulez apporter à vos parties prenantes ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Qu'est-ce que votre board attend de vous ? Qu'est-ce que vos actionnaires, qu'est-ce que vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, la société civile attendent de vous ? Ça, c'est critique, quoi. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Il y a 1200 ou 1100, je sais combien de data points. Vous ne pourrez pas vous battre entre guillemets sur tous, ou peut-être, mais en 2030 ou en 2040, quoi. Et d'ici là, et on en parlera après, peut-être que la CSRD aura un peu évolué. Voilà. Et justement, pour réussir cette intégration dans l'entreprise des projets CSRD et l'intégration de la technologie aussi qui est indispensable pour collecter les données, quels sont vos conseils ?
Indispensable, je pense qu'il faut, encore une fois, y aller mollo. Hein. Enfin, là, pour un acteur dans le retail, les premières étapes, c'est d'abord de poser un peu la gouvernance sur les KPI, de poser les définitions sur les KPI, parce que quand on a 18 BU à travers le monde, ne serait-ce que sur le social, on n'a pas la même définition de l'absentéisme, etc. Et en plus, il y a des régulations qui sont différentes. Sur le carbone, on doit se poser la question, mais demain, comment je vais gouverner mes facteurs d'émissions, parce que l'Espagne a ses facteurs d'émissions, le groupe en France veut avoir la main sur les facteurs d'émissions, etc. Et donc, ça tient dans du Microsoft Office, quoi, dans du PowerPoint, dans du Excel. Et c'est d'abord un peu de cadrage, dégrossir, etc. Et après, une fois qu'on a choisi un peu ça, là oui, on peut aller utiliser des outils pour gagner du temps. Il y a l'intelligence artificielle qui, en effet, est assez performante, notamment générative, quand on a des corpus qui sont fiables. Et notamment, tous les reporting extra-financiers, c'est plutôt fiable. Enfin, on part du principe que c'est fiable. La réglementation aussi, etc. Donc ça s'y prête bien. Et puis, juste avoir un outil un peu, c'est tout bête, mais de workflow, de gouvernance de la RSE, quand on va envoyer un peu des questions aux parties prenantes, que ce soit les fournisseurs ou les différentes directions, etc., que ce soit un peu cadré, quoi. On a mis qui était le data owner là-dessus, il reçoit un petit questionnaire, voilà, il a sa to-do à faire, il reporte son avancement, etc. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Tous les outils du marché, que ce soit Greenly ou autre, permettent de le faire. Et ça, c'est juste du digital, mais ça fait gagner du temps. Ça évite d'avoir à envoyer des Excel un peu dans tous les sens, on ne sait plus comment les consolider, etc. Voilà. Merci. Et vous, Bambou, quels sont les conseils que vous donnez à vos clients ? Le conseil que je donne principalement à mes clients, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et donc, comme c'est un outil, il faut bien allier les expertises en interne. Donc, quand on travaille en fin de compte sur la mise en place de ce type de produit, il faut se faire accompagner par des experts ou soit développer, on va dire, une expertise et une montée en compétences en interne. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais il faut bien comprendre que ça existe depuis longtemps et que ce sont on va dire, une technologie qui est récente, on va dire, pour les entreprises. Et donc, il faut vraiment l'accompagner. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment le prendre comme un projet IT classique. Donc, c'est vraiment, pour chacune des entreprises, il faut prendre en compte, je dirais, sa maturité technologique. Tout le monde ne peut pas faire de l'IA. Ça, faut être clair. On peut commencer déjà avec une feuille Excel et ensuite définir bien les besoins et ensuite les améliorer et les automatiser en fonction de la stratégie qu'on a définie au niveau de l'informatique et de la RSE. Mais c'est vraiment essayer de le traiter comme un projet informatique. Je regarde le besoin, je discute avec les personnes, j'analyse vraiment les spécificités de mon projet et ensuite je propose une solution. Et la solution la plus adéquate pour l'entreprise, c'est celle qui répondra au mieux et au plus vite en fonction des timelines qui nous sont disponibles. Donc le temps imparti, parce que la CSRD, ça arrive très très vite, tout le monde n'aura pas le temps d'implémenter une super machine qui va répondre à tous les besoins. Donc c'est vraiment définir une roadmap, on va dire, informatique, qui permettra justement de développer, on va dire, et mettre en place toutes ces technologies au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est mon principal conseil. Après, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Ouais, je peux aussi évoquer 2-3 conseils. En fait, sur chacun des projets, l'enjeu, c'est que ce soit utile et que les équipes s'en servent. Ça ne sert à rien de développer un projet IT, data, si au final, la direction RSE, elle n'y comprend rien, elle ne l'utilise pas. Donc, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est une phase de pilote où on se pose avec les experts métiers, donc les équipes RSE, des parties prenantes, les équipes IT, et on se dit au final, quelle est votre maturité data ? Parce que, comme le disait Bambou, l'IA générative, si vous n'avez pas un socle de données quand même assez performant, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Donc des fois, c'est juste, on vous construit un socle de données performant, parce que si votre campagne à l'heure actuelle, c'est des tableaux Excel, des mails et un SharePoint, il y a beaucoup mieux à faire, et ensuite, on pourra faire des choses beaucoup plus complexes. Mais déjà, se poser, réfléchir sur la fondation de données, se dire quels sont vos cas d'usage aussi, parce qu'il y a la CSRD, mais si c'est une institution financière, va avoir la SFDR, bilan carbone, CS3D, IUDR si vous avez de la déforestation importée, CBAM. Donc vous allez avoir tout un cas d'usage RSE à faire, à la fois avec des indicateurs environnementaux, sociaux, des indicateurs de gouvernance,
Donc déjà, comment vous les traitez à l'heure actuelle? Et une fois qu'on a fait un peu une matrice de priorisation entre cas d'usage, maturité technologique du client, là, on peut se dire, du coup, si c'est la CSRD le plus prioritaire, déjà, est-ce qu'on a le temps? Parce que potentiellement, là, si on n'a pas le temps, autant le faire à la main comme vous le faisiez avant. Par contre, on réfléchit à construire un projet data pour l'année d'après, pour dans 2 ans. Et c'est comme ça en fait qu'on peut positionner les cas d'usage par importance métier, par possibilité de le faire technique, et ensuite on construit ça avec le client. Et là aussi dans la construction, c'est à quel point on part sur des outils qui existent, à quel point on customise parce que c'est une industrie très particulière, donc ils ont des facteurs d'émission très précis, ils ont des remontées d'infos dans des logiciels de leurs usines qui sont particuliers, dans des technologies particulières. Là, il faut faire de la customisation, ça a tout son sens, et on le construit avec eux pour qu'ils l'utilisent. Mais dans d'autres cas, des solutions qui existent sur le marché, c'est juste là mettre en place une solution qui existe sur le marché, ensuite aller vers un environnement de BI, de data visualisation, parce qu'ils ont du reporting tous les mois à leur COMEX pour suivre une target SBTI, et ça marchera très bien. L'IA générative pour faire de l'IA générative, c'est pas forcément pertinent, il y a d'autres choses qui existent, et en plus l'IA générative, par rapport à l'IA classique, le gros des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas dans l'entraînement des modèles, c'est dans ce qu'on appelle l'utilisation. Donc plus vous allez taper des choses, plus il y aura des réponses, plus il y aura des émissions. Donc si on s'amuse à faire des calls API à des outils d'IA générative sur des dizaines de milliers de documents que tous les jours ça fait des processing, ça va générer énormément d'émissions. Et est-ce qu'au final le but c'est de générer beaucoup d'émissions pour en réduire par ailleurs? Ce n'est pas l'idée, donc à un moment il faut rester logique, quoi. Voilà. Justement, les dépendances aux technologies présentent un risque dans les initiatives de durabilité. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner, William, sur ce sujet? Alors, en termes de risques, donc, il y a les risques sur les émissions, que ce soit la partie j'ai différents outils d'IA et je ne prends pas conscience des impacts environnementaux possibles. Donc, le problème qu'on a, c'est que la plupart des modèles d'IA générative, ils sont ce qu'on appelle fermés, on ne connaît pas le nombre de paramètres, donc on ne va pas avoir les émissions de gaz à effet de serre de façon réelle et exacte, on est obligé de faire des estimations. Alors heureusement, vous avez des modèles qui vont avoir la même performance que les modèles en close qui sont open source, donc on peut faire des estimations. C'est pour ça que je vous dis que l'entraînement, ce n'est pas ce qui va être le plus important, c'est plutôt ce qu'on appelle l'utilisation. Et ensuite, c'est surtout le cas d'usage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie déjà carbonée. Donc l'IA générative sur des questions médicales, sur des questions RSE, c'est très bien, mais il y a des entreprises qui utilisent l'IA générative pour faire de l'exploration pétrolière, et ExxonMobil, ils ont sorti des chiffres aux États-Unis. Avec l'utilisation de l'IA en 2025, sur certains champs pétroliers, ils vont extraire jusqu'à 50 000 barils de pétrole en plus par jour. 50 000 barils de pétrole en plus par jour, c'est 20 000 tonnes de CO2 en moyenne par jour. Donc si l'IA, c'est 500 tonnes pour l'entraînement, 100 000 pour l'utilisation, pour 100 millions d'utilisateurs, on a des risques, en fait, en mettant de l'IA un peu partout, en le faisant n'importe comment, d'avoir beaucoup d'émissions générées. Donc il faut toujours penser au cas d'usage. Pourquoi on veut le faire? Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses qui permettent de le faire très bien? Quand vous faites de l'impact environnemental, par exemple, sur l'eau et les déchets, vous avez des algorithmes de time series qui marchent très bien. Ça ne sert à rien de mettre de l'IA générative. C'est des technos qui existent depuis des années, qui sont éprouvés. Donc, toujours se dire, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Et on l'a dit, en IA, sur collecte de données, reporting, ça a un intérêt. Mais après, c'est comment vous le mettez en place, vérifiez vos données avant. Et ensuite, donc là, on est très sur l'environnement, mais vous avez tout un tas de risques sur le volet biais. Donc là, pareil, il y a des méthodes qui existent pour évaluer les modèles, pour évaluer les outputs des modèles, pour ne pas générer des biais, pour détecter les biais dans vos données. Donc en RSE, il n'y en a pas trop, mais sur d'autres cas d'usage, on travaille sur d'autres cas d'usage, c'est important de monitorer les biais sur des données RH, par exemple, sur des projets liés à des recrutements ou à du financement de start-up. Il faut faire attention à ça. Donc quand vous travaillez avec des prestataires ou si vous avez des équipes d'IA en interne, il y a tout un tas de méthodologies sur le volet impact environnemental et impact sociétal qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que vous avez des exemples d'autres outils autres que l'intelligence artificielle générative qui peuvent avoir un impact fort pour les entreprises dans la conformité CSRD? Oui, je pense que je rejoins ce que disait Gwendal. Je pense que la base d'un outil pour le reporting, c'est avant tout pour vraiment aider à la gouvernance des données, donc s'assurer qu'on puisse vraiment organiser le rapport CSR dans mode projet, avoir différents contrôles de qualité pour pouvoir mettre en place des process avec des role-based access pour s'assurer donc qu'on puisse documenter qui a approuvé les réponses et donc vraiment pouvoir mettre ça à disposition de l'audit. Donc je pense que le
le principal élément d'un outil CSRD, même peut-être avant même l'IA générative, ça doit vraiment être de venir organiser ce reporting entre les équipes et d'offrir un outil de gouvernance des données. Et dans tous les cas, quand on choisit son outil, il faut s'assurer que on est vraiment bien aligné en termes de gouvernance et en termes d'utilisation pour avancer dans cette mise en conformité. Ce qui nous amène à notre tout dernier sujet, dans un contexte d'instabilité politique et d'incertitude réglementaire sur l'ESG. Comment est-ce qu'on peut anticiper pour réussir la mise en conformité? Quelles précautions prendre en ce moment pour garantir la réussite de ces projets? Gwendal? Oui, c'est en effet un contexte qui n'est pas nouveau. Hein. Ça fait longtemps qu'il y a un vent qui souffle contre l'ESG depuis, je pense, 2 ans, qui ont commencé notamment aux États-Unis et qui là s'accélère clairement avec les élections européennes et puis les élections en France. Et on ne va pas faire de politique ici, mais on voit bien que dans les entreprises, du coup, il y a cette question de demain la réglementation ESG. Qu'est-ce qui va en rester ? Et on a plutôt une tendance au détricotage, à baisser les normes, baisser les contraintes, baisser aussi les moyens à des organismes de contrôle comme l'OFB, l'ADEME ou autres. Et donc dans cette incertitude, c'est toujours un peu les mêmes réflexes, c'est y aller pas à pas. La matérialité financière, elle survivra. Dans tous les cas, si on travaille beaucoup dans le nucléaire, concrètement, le changement climatique, les limites physiques qui font que les centrales sont à l'arrêt aujourd'hui, ça va continuer demain, quel que soit le gouvernement ou la réglementation qu'on aura. Et donc, quand dans votre analyse de double matérialité, vous avez de la matérialité financière, c'est peut-être ça qu'il faut prioriser, malheureusement, parce que la matérialité d'impact, c'est la matérialité financière de demain. Mais je vais prendre un autre exemple. On travaille beaucoup dans le secteur des travaux publics. On a développé une petite application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger, qui s'appelle LuciTP, avec des acteurs comme Colas, comme Eiffage, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, cette appli ? Vous prenez en photo, vous êtes sur un chantier, vous prenez en photo, bon ça c'est une plante en plastique, mais vous prenez en photo une plante et ça vous dit si c'est une espèce exotique envahissante. Donc ça, les espèces exotiques envahissantes, c'est ce qui va aller dans les roues des camions et qui après vont être disséminées partout. Elles ne devaient pas être là, en fait, ces espèces exotiques envahissantes. Et c'est dramatique, c'est la 3e cause d'effondrement de la biodiversité. Il y a une loi en France qui, du coup, oblige les chantiers à le faire. Et il y a des chantiers qui sont plombés aujourd'hui, qui sont à l'arrêt, parce qu'il y a des procédures, parce que ça n'a pas été bien fait. Si demain, cette loi, elle tombe, ou si les amendes deviennent non substantielles, ça veut dire que ce sera un enjeu qui sera uniquement un enjeu d'impact, mais plus un enjeu financier. Et donc, typiquement, ces acteurs qui ont investi sur cette application avec nous, ils vont peut-être se dire, qu'est-ce que j'en fais ? Bon, ok, je le fais pour la planète, c'est bien, mais j'ai plus besoin de le faire pour le portefeuille. Donc c'est malheureux parce que moi j'ai envie, je milite beaucoup pour la planète, mais je pense que ce sur quoi il faut qu'on se concentre dans ces temps difficiles, dans ce vent contraire, c'est clairement, à mon avis, la matérialité financière. Quand ça fait du bien à la planète et que ça fait du bien au portefeuille, ça survivra. Voilà, c'est un peu moi mon point de vue. Moi, je vais insister pour ce contexte, on va dire, qui est changeant, de travailler tous ensemble. En fin de compte, nous, on a mis en place un laboratoire, c'est pas de la recherche, mais en fin de compte, on investit du temps avec des acteurs avec qui on travaille et on se pose la problématique, justement, en mettant en place une veille technologique et une veille réglementaire. Et ça, c'est vraiment important. Dans les différentes entreprises dans lesquelles vous travaillez, vous pouvez travailler en communauté au final pour pouvoir adresser justement les points clés qui sont considérés comme, on va dire, difficiles. Par exemple, certaines analyses de matérialité, certains points de données difficiles à connecter pour essayer justement de être force de proposition et essayer de créer un groupe de travail. Et peut-être même, dans certains cas, être peut-être force de proposition. Parce que pour l'instant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la réglementation, pour la plupart des entreprises, elle est subie. Elle est vraiment subie. C'est vraiment, on a défini, le régulateur a défini et on la met en place. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi pas justement être moteur et finalement, au lieu d'être victime de la réglementation, quelque part, on est porteur et on va venir avec des idées et dire, regardez, nous, on a mis ça en place. Et il y a des très grands groupes de luxe qui ont réussi justement avec du reporting en mettant en place des plateformes très ingénieuses. Et finalement, on se dit,
elles ont réussi. Donc si elles ont réussi, finalement, elles deviennent les normes. Donc pourquoi ne pas devenir demain les leaders en se connectant les uns aux autres et justement en proposant des solutions clés, pratiques et faciles à mettre en place. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Bambou, nous on pense chez Greenomie que c'est vraiment essentiel d'inclure des parties prenantes telles que les associations dans lesquelles vous êtes membre, mais aussi les auditeurs, surtout le parcours de reporting CSRD, donc lors de l'analyse de matérialité, impliquer les auditeurs pour qu'ils puissent donner leur avis sur la méthode qui a été utilisée, aussi les impliquer sur toute la partie construction des process pour venir collecter la donnée, gouverner la donnée, s'assurer un petit peu d'avoir également leur opinion sur votre projet. Donc je pense que c'est quelque chose aussi sur la partie écosystème qui est important. Et pour ma part, je dirais de prendre les réglementations et les critères qui vont être les plus exigeants. Parce qu'en termes de changement climatique, de perte de biodiversité, on a des conséquences qui vont être énormes. Donc souvent, quand des entreprises sont sur du multi-pays, on regarde les référentiels de différents pays. Et l'idée, c'est de prendre le plus exigeant. Même si en Asie, vous n'êtes pas soumis aux mêmes réglementations qu'en Europe, phasez votre reporting avec ce qui est fait en Europe, ce sera le plus exigeant, ce sera toujours mieux pour réduire vos impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, et justement, typiquement, avec de la connaissance, de l'expertise, voire avec de l'IA, vous pouvez, sur différents types de KPI, différents types de réglementations, aller prendre à chaque fois les critères qui vont être les plus exigeants et mettez-les en place. Merci beaucoup à tous les quatre. Pour résumer notre courte exploration des outils technologiques au service de la mise en conformité CSRD, d'abord, il faut vraiment embarquer toute l'entreprise. C'est une question de gouvernance globale dans ce projet. Et le plus important est bien sûr d'avoir un socle de données extrêmement fiable avant de se lancer dans l'intelligence artificielle générative à tout prix. Finalement, il faut d'abord faire un état des lieux de ses besoins parce que, du coup, non, l'intelligence artificielle n'est pas la réponse à tout. En tout cas, pas sur ce sujet. Merci à tous. Merci Aurélie, merci à tous les participants. On a le temps pour quelques questions. On va varier les... Alors, madame, et puis après, madame, vous relèverez la main. Comme ça, je vous raterai pas. Bonjour, Marthe Prader du cabinet Ferman. Je suis responsable de la practice durabilité et ESG au sein du cabinet. Quand je parle d'IA à mes clients, ils me disent souvent c'est très très étonnant de parler d'IA en même temps d'aborder les questions de green. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que véritablement une IA à bas carbone existe ? Est-ce qu'une IA éthique peut exister et comment est-ce qu'on peut concilier le progrès de technologie, cette nécessité de progrès avec des exigences finalement environnementales ? Je vous remercie. Alors, déjà, bas carbone, ça dépend toujours par rapport à quoi, mais il y a différentes façons de réduire l'impact d'une IA. Ça peut être au niveau de toute la phase de création des modèles, d'aller sur des modèles plus petits, de réduire les paramètres. Ça va vraiment être dans... les entreprises qui vont les développer pour vous, est-ce qu'ils ont cette maîtrise-là de réduire l'impact au fur et à mesure des projets ? Est-ce qu'ils ont cette connaissance ? Est-ce qu'ils peuvent le mesurer aussi ? Est-ce qu'ils ont un dashboard pour mesurer l'impact du projet ? Après, déjà, des fois, il n'y a pas besoin d'IA. Donc, s'il n'y a pas besoin d'IA, c'est ça ça sera l'IA la plus bas carbone, c'est de ne pas en avoir besoin. Et ensuite, c'est au fil du temps se poser la question de comment l'améliorer, comment l'optimiser. Ça évolue beaucoup sur certains projets. Nous, en 4 mois, on a changé plusieurs fois de technologie parce qu'à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait mieux, qu'on pouvait faire justement plus sobre, qu'en termes d'IA responsable, il y avait de nouvelles méthodologies qui sortaient, il y avait des façons de gérer la partie biais, la partie sécurité. Pareil, niveau sécurité, le fait de mettre des IA génératives, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein d'exemples de chatbots qui sont sortis de constructeurs automobiles, et ça se pirate très facilement si on ne fait pas attention en termes de prompting en amont. Donc il y a tout l'enjeu de sécurité aussi. Si vous le mettez à disposition de vos employés, de vos fournisseurs, il faut faire attention à ça.
Donc voilà. Et moi, peut-être juste pour compléter, je pense que l'empreinte énergétique de l'IA générative, même si elle est hyper importante, en fait, ça nous fait oublier l'effet rebond, quoi. Et je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on déploie de l'IA partout, et certes, on a des gains d'efficacité, hein, c'est de plus en plus frugal, mais en fait, ces gains d'efficacité, on les rend pas à la planète, en fait. Et aujourd'hui, 95 ou 99% des cas d'usage, notamment avec l'IA générative, ils sont orthogonaux avec les accords de Paris. Concrètement. Pourquoi ? Parce que les stratégies des entreprises sont déjà non alignées pour la grande majorité avec la science. Et donc, une entreprise comme Microsoft, par exemple, vient de renoncer à ses engagements pour le climat. C'est exactement plus 30% l'année dernière, notamment parce qu'ils ont dû construire des centres de données, etc. Et ça, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'en fiche. Et aujourd'hui, concrètement, dans les entreprises, si vous parlez à un Chief Data Officer, l'injonction qu'il a, c'est de mettre de l'IAG partout parce que les directeurs généraux, les états-majors ont peur de perdre, d'être déclassés en gain de productivité. Et moi, j'étais avec des Chief Data Officers, on discutait avec un député, le député Pradal. Pendant 1h30, il n'y a pas eu une question sur la planète. Les seules questions qu'il y avait, c'était qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse déployer de l'IAG partout. Voilà. Donc, malheureusement, je suis plutôt pessimiste sur la capacité. On trouvera toujours des IA bas carbone, mais en fait, c'est vraiment l'usage qu'on va en faire qui va générer plutôt de façon indirecte des émissions. Oui. Bonjour à tous, Charlotte Lambert, je suis responsable ESG et développement durable chez DataIQ. On est une entreprise, on est un software de analyse de données et de IA. Et je ne suis pas là pour parler d'IA. J'avais une question en fait sur la stratégie de collecte de données, la stratégie de reporting pour une entreprise qui va reporter notamment sur SaaS, donc d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis. Et donc plus concrètement, je pense que William, vous parlez intégrer dans le parcours les différentes parties. Là où c'est Charles, pardon, vous mentionnez l'intégration des différents stakeholders sur les différentes parties prenantes. William, vous parliez notamment de d'abord s'appuyer sur l'Europe pour ensuite partir aux États-Unis, ou au moins après. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on commence à engager et quelle partie prenante à un niveau plus global ou d'abord Europe ? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ? Merci. Mais je ne connais pas ce client en particulier, mais en tout cas, nous, notre approche avec les grands groupes, où il y a énormément souvent de difficultés à lancer un projet reporting data CSRD, beaucoup d'intérêts divergents entre différentes équipes. Ça va être de commencer souvent sur une entité, sur un pays, pour vraiment rassembler tous les acteurs autour de la table. Alors ça a peut-être déjà été fait dans des étapes précédentes, s'ils ont fait l'analyse de matérialité, mais quand on arrive à un projet plus data, l'idée c'est vraiment de plutôt commencer sur une approche, on va dire, pilote, avec une entité, un pays, et vérifier que l'approche data et technologique qui a été envisagée soit vraiment adoptée par l'ensemble du groupe avant d'aller vraiment plus loin. Donc souvent sur ces grands groupes, on va plutôt privilégier l'approche pas pilote que l'approche de tout englober le groupe d'un coup. Et pour la partie prenante et quel pays, il y a plusieurs approches. Ça peut être ceux qui vont être le plus matures en termes de données, puisque s'il y a déjà de la donnée, déjà des indicateurs. Ça peut être en termes de criticité, c'est-à-dire si au niveau de vos fournisseurs, il y en a 10 qui représentent 90% de votre empreinte, autant aller sur ces 10 parce qu'il faut les faire réduire dès maintenant. Et ensuite, c'est de travailler avec eux, c'est-à-dire de ne pas être en position de donneur d'ordre. Nous, on est la holding, on est en France, vous êtes une direction déléguée ou vous êtes des fournisseurs. C'est de les inclure dès le début dans la réflexion, parce que si ça se trouve dans leur façon dans leur process, dans leur gestion des indicateurs, dans eux, les autres reporting auxquels ils sont soumis, ils ont plein des contraintes qu'on peut intégrer dans ce projet-là pour répondre aussi à leurs enjeux. Et on a souvent ce cas-là de se dire, au-delà d'aller interroger mes fournisseurs, comment je peux aussi les aider en leur proposant des actions pour réduire leur impact, et comment je peux aussi, via la collecte de données que je fais, derrière leur renvoyer des indicateurs et leur dire, par exemple, là, j'ai collecté 5 ESRS,
ça vous permet d'être compliant sur un GRI, sur un SASB. Du coup, eux-mêmes, ils pourront aller vers une démarche RSE de plus en plus performante. Ils pourront mieux comprendre leurs indicateurs et s'améliorer. Donc, c'est aussi faire du descendant et les aider à s'améliorer. Merci. Y a-t-il une dernière question ? Notre spécialiste. Bonsoir, merci pour votre intervention. Du coup, là, on a plus abordé la question des impacts environnementaux. Pour autant, du coup, quand même, la conclusion, c'est qu'on voit que la publication de rapports de durabilité va exiger d'utiliser des technologies non durables. Et comme vous l'avez souligné, c'est que c'est lié à l'effet rebond, c'est lié au fait que la perspective de profit et de perte de gain de productivité est encore plus importante que la protection de la planète. Et du coup, ça vient interroger le sens même de la CSRD. Et le but de la CSRD, c'est de mettre face à face le financier et l'extra-financier. Mais la conclusion, c'est qu'on voit que pour l'instant, le financier domine encore sur l'extra. Et du coup, Et quelle est votre question ? Parce que là, c'est un commentaire. Vous avez une question ou pas de question. La question, c'est, on se concentre beaucoup sur l'opérationnel, mais finalement, le sens de la norme, quel est-il ? Quel est l'impact de la CSRD sur la planète ? Est-ce qu'il y a une double matérialité à faire avec la CSRD ? Je peux d'imposer la double matérialité à toutes les entreprises. Je peux peut-être tenter un commentaire sur ce que j'en comprends de ce qu'aurait pu être la question. Oui, un peu bancal, désolé. Mais non, mais je comprends. Et en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la CSRD, elle a été imaginée il y a déjà plusieurs années, quoi. Et donc, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la montée des extrêmes, et donc, ça évolue, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont... avant d'avoir peur d'avoir éventuellement une petite amende dans 1, 2, 3 ans parce qu'elles ne sont pas conformes avec la CSRD, elles regardent surtout leur EBITDA, leur cash flow, etc. Les temps actuels, surtout pour les entreprises qui sont très exposées en Europe, les grands groupes du CAC 40 qui sont très diversifiés, etc., ils se portent très bien. Mais les entreprises qui sont en France, ça ne vous aura pas échappé qu'on est dans un contexte économique qui est morose, avec une croissance qui est atone et même en décroissance dans certains. Et donc, le réflexe, c'est de se concentrer sur le financier ou sur les enjeux qui sont et matériels pour la planète et matériels pour le PNL. Voilà. Donc c'est malheureux, mais c'est un réflexe de survie et c'est ce qu'on demande aussi aux dirigeants. Patrick Pouyanné, on lui demande d'améliorer le cours de bourse de Total. On ne lui demande pas d'améliorer la planète, ou pas encore, ou pas assez. Parfait, merci beaucoup, on respecte le timing, c'est très bien.